vais donc donner la parole d'abord à Madame Cathy Coit, c'est ça, qui est professeure émérite à l'Université de Paris 7 Jussieu et qui est une organisatrice des squats à Paris. C'est faux. D'abord, j'étais professeur à Rouen et pas à Paris. Et puis, j'ai pas organisé les squats à Paris, j'ai aidé, j'ai été une des plusieurs personnes qui aidaient, qui se organisaient un squat dans le 14e arrondissement. Mais avant de commencer, je voulais juste faire un petit commentaire sur le terme community. D'ailleurs, combien de personnes ici parlent anglais? Nearly everybody. I'd prefer to speak in English if that's okay. Okay, so just a problem of language. Community organizing in English does not mean the same thing in French as we heard. I had that problem when I wrote my thesis on social movements in France and in the United States. So I finally used the term local action, l'action locale, instead of community organization. Because in English, community is not an organized little group that doesn't look outside its own little group. It's usually people who live in the same neighborhood or people who are in the same club of something or other, or some sort of vague community which is not at all tight and unopen. And an organization is also much looser. It's like the terms they use in French are sort of une association ou une collective, des choses comme ça. Donc, you have to think differently in the different languages, use different terms. Well, as to discuss my squatting, I think I really should discuss the action we led in the 14th arrondissement way back in 1970. This is an action we led because the neighborhood was being attacked by the Parisian government. It was going to be all knocked down. Any of you who know Paris, you know the 13th arrondissement, which is now full of high towers and mostly lived in by Chinese people, because French people don't like towers much. And the point was to knock down quite a large part of the 14th arrondissement in the same way and build big high towers behind the Gare Montparnasse, like to imitation of the 13th arrondissement. But some of us heard about this very soon, and we were horrified knowing that area, knowing that a lot of the buildings did not need to be torn down, and that the people there were attached to their neighborhood and didn't want to move out. That was our supposition, anyway. And so we organized a meeting for the people in the neighborhood so they would know what was going to happen to them. And out of that, we formed a committee of local people and with a few other outsiders who were there to sort of be assistants. And this committee started by actions on the street, sort of saying, there was also a question of a highway coming into Montparnasse from the périphérique, a big, wide, alley highway bringing thousands of cars more into Paris. And this was totally against any intelligent idea of urbanism. And we helped another organization organize a great big campaign against the Radial, it was called. We had an enormous fête de Radial. And 3 weeks after that fête, somehow or other, Chirac had some change in his mind, nothing to do with, of course, our little fête. But he changed his mind, decided we wouldn't have the Radial. So that was one of the first actions that the committee of the local people were involved in. But then people started being moved out of their houses. Little by little, people knocked on the door, you have to move. And so the committee was there. We decided we needed to advise these people how they could fight against the being expelled.
And we had, first we had a lawyer who wasn't very convinced that we'd work, and he gave them very bad advice saying, well, you have to move out, but you can slow it down and choose your house. And then we finally, little by little, decided that wasn't the best advice, to say, just don't move, just stay there. and they're not going to throw you out on the street. They can't do that. And in fact, that strategy took a while to get organized. People, little by little, people in the neighborhood knew of us association, joined the association, came to meetings, or found out what to do to not be, to be able to stay, which was nothing. You have to just stay and just refuse any housing that you're offered, or refuse to sell your house at the price they offer you, which are very low. So the owners of houses were very enthusiastic about fighting this because they didn't want to sell their house for the low prices that they were being offered. And so little by little that strategy got more and more of the neighborhood behind us, and they formed their local little street committees to defend, and we had different actions in Fête, the quartier, and so on, to support this action. But one of the biggest and nicest buildings in the neighborhood had the name we gave it, or it had for some reason, the Moulin des Trois Cornets. Trois Cornets, there's a candy they used to give to children in a little paper thing of a mean shape like that corn. Evidently, the ladies stood out in front of that selling those things. Anyway, nearly everybody had moved out of this building. The few people who were there didn't want to move out. And so we said, well, we'll organize people to come in and live in this big building, which is practically empty, so that they won't be able to tear it down. They won't be able to throw the rest of the people out. So I was one of the people organizing that squat. It was going to be a squat. And it just so happened at that particular time, the house that I was supposed to move into was no longer available, so I was, in fact, without a house. So I finally decided to move in, too. Why not? And it was on the 1st of November, which was on a Tuesday. We were organized a squat to go in on 11th of November. I mean, on the Saturday morning, which was the end of October. We had 4 days to move in, to look like we were settled there for years, to put notices on our door saying, you are not allowed to violate my domicile, it's against the law, and we'll attack you if you do. And to have it, people signed up for electricity and so on. And the electric company was very useful. They were PC, and they came in, were very happy to put back the electricity, and the water hadn't been cut off. So we were about 20 families, 2 or 3 women with children, and the rest were young people. And there we were Wednesday morning when they came back from their vacation, the people of the semi-rep, the enemy. There we were squatting, and for the first year, it worked fairly well. But what happened was that some of the people in this squat decided to let other people in, and I don't know if it was true or not, but somebody thought they could get drug addicts off drugs by bringing them into the squat. I don't know if that was true or not, but anyway, drug addicts did come in, and certainly drug dealers did come in eventually, and kind of the atmosphere became very slowly, it was, the second year was still more or less okay, but it's pretty soon, by the 3rd year when I'd already moved out, there were people at the door asking you which drug dealer you wanted to go see and where you wanted to buy your drug. It became a total chaotic mess, which is to say that we believed in no laws and no rules, but it doesn't always work. That's just a little aside. So that squat wasn't particularly successful in the long run. It did, however, save half the buildings that we wanted to save, and you still can go see them. If you look number 6, Rue Raymond-Loceron, you'll see a nice big building, and that's the one we saved for this action.
And the same was true of our action in the 14th arrondissement. We saved a great many buildings. Quite a lot of people were able to stay, but we didn't save everything. What we did save was the height of the buildings in the neighborhood. They had to make a new, because of our opposition and because nobody was moving out, they were in terrible trouble because 2 years later, the neighborhood was still fully, not fully, but inhabited by a lot of people who were very determined to stay. And they had to make a new plan. The plan was having buildings only 6 stories high instead of 25. And they kept the streets that were going to be wiped out. And, but they did have about 2/3 of the buildings in the neighborhood were knocked down. But we were able to save about 1/3 of the living space in the neighborhood by that action. So it was not a complete win, but it wasn't bad. And the squat, again, as I said, was not totally successful, but it did save that building. And it did for a while organize the people around the neighborhood in that area. We were very successful in organizing the people on the street next door. And so this action, just to bring it back into a study, a sociological study, was, of course, it's fairly easy to organize people who are threatened. So that was, and the organization was fairly loose, but we had advisors to people telling them how they could avoid the catastrophe of having to move to another part of Paris and pay a higher rent and leave a house that they were very attached to, or an apartment they were attached to. This took some sort of organization. It couldn't have been done totally anarchistically. The anarchistic attitude we have in the squat turned out to be kind of disastrous, because if we'd prevented some people from moving in, we would probably still be there. But voila. So that's my sort of note on the organizational, and I don't know how long I've talked, but that particular study, action, was just one of the things that I've studied in my thesis, as I compared American actions with French. I compared what I call participation from the top down to local action from the bottom up. And although I was quite mostly against participation from the top down because it doesn't often work, sometimes it was fairly successful, as with the United States, and it had a poverty program in which the federal government financed local neighborhoods to get organized. And that was in the 60s. And in fact, in some cases that worked very well. They actually financed Black Panther movements who were doing good work, and by giving school children breakfast before they went to school. And the Black Panthers would do other things, but they were financed in any case for this particular action by the federal government, which is interesting to know. Because later they were financed, were killing them all off. So the comparison I made, of course, showed the very difference in actions. But since I've written that thesis, a lot of things have happened. So my conclusions were perhaps okay at that time, but they're not necessarily okay right now. So I see my time is up, and if you have questions, you can ask me later. Okay. Thank you very much. One more minute. Est-ce que, si vous voulez, on peut peut-être faire un petit débat après chaque personne, ou on peut le faire après que tout le monde ait parlé? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je propose un petit débat de 7-8 minutes après chaque personne, parce que nous arriverons à tenir le temps comme ça. Puis si une personne parle plus de 20 minutes, elle aura beaucoup moins de temps pour le débat. Tant pis pour elle. Bon. Alors, des questions? Any questions? Les conclusions de votre thesis. What's changed? Can you just briefly tell us about that? What were your conclusions, and how have they changed? I don't think I had a kind of conclusion. One of my conclusions was that local action tends to be much more effective than top-down action. That was pretty clear, but not 100%.
That's what I was trying to say. Not always 100% bad for the government to help finance local communities, and very often they give some sort of money for local associations to do all sorts of things. But actually, the question I was raising was not so much which was why the silence. My thesis was called "Silence et révolte des usagers." So I was trying to see what made people act against, to support their daily life in different types of action concerning, in my case, housing and city planning and so on. And so I was trying to show to show which associations and how they managed in very different ways in different countries to organize the population. And of course, in the 14th, it wasn't too difficult because they were menaced. But my thesis also showed when people aren't menaced, it's much more difficult to get them to act together and it's difficult for them to organize very often. It's not necessarily you're trying to organize people, but people who have not a menace they're fighting against, it's much harder to come together and to work together. But it does happen occasionally, luckily. I'm just thinking, just to follow on from what you were just saying, in terms of I'm interested because I think compared to the British model, where there's a lot more apathy in Britain than perhaps the model that's here in France, whereby when people do get together, when there's that solidarity, a collectiveness of people coming together, I think it's a fantastic model. I think there's a far greater sense of collectivity here in France than at home in England, when people have to be pushed and pushed and pushed and pushed right to the edge before they actually have a social conscience. Yeah, exactly. Well, that's interesting that you say that, because when I was working, it seemed to me there was quite a lot of action in Great Britain, but that was in the 60s and 70s. And since then in France, in the US we have Reagan. In Britain you had Margaret Thatcher, which kind of flattened, it made it much harder to, many more people were more indignant, but it was harder to get organized, I think. Whereas because I found quite a few movements in Great Britain. There was one in central London that was quite organized, but they didn't win much after they were wiped out. One last question, une dernière question. You said that the organization was, in the 14th arrondissement, was successful because of the threat, a very precise threat. Then you said that once they were successfully organized, they maintained the organization. Could you develop that more? What did they do after that initial threat was lessened? Well, the initial threat lasted for 6 years, but actually they maintained it for 6 years. But when they finally either had torn down the houses and built something new, or had left the houses forever and moved out when there was no more of this program, then there was no more reason for this association to exist, and it disappeared. However, 10 years later, in a neighborhood very close, another association started up, not even knowing about. I had to tell them about this other action that happened 10 years before, because they were all young people that had moved in or hadn't been aware of what was going on in the other part of the neighborhood. And that association has had much less of a threat, but they've managed to keep on because they keep finding things wrong that need to be fixed, and also they have fête every 3 months. There's a little fête in the neighborhood, and they have supported Café Associatif. They've supported an association for what they call a pension de famille, but it's a kind of living place for people who aren't able, for reasons of health or mentally or financially, to live on their own.
So 25 people are living in that house in a kind of semi-cooperative way. And several other actions that they've built made a square out of two streets that were just not a square at all. So, and they've done quite a few little things in their particular neighborhood, but it's much more difficult to get that association organized than the one before, because there is not such a threat, but it exists. Wow. Thank you very much, Mrs. Coit. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Jordi Forcadas, qui est directeur artistique du Théâtre de l'Opprimé. Je ne veux pas dire le nom en français parce que je vais probablement mal le prononcer, alors je veux bien vous excuser. Jordi Forcadas, c'est catalan. Somebody speak Catalan here? You speak Catalan. Una mica. Oh, nice. Excuse me, my English is no so good, but my French is so bad. I try to speak English, but somebody speaks Spanish? Oh, nice. Somebody, maybe can you help me in some time? Okay, I have a good notice because Hugo, I have a good notice because I'm gonna talk a little bit. Why? Because Hugo, it's this same conference that Hugo stole me. The thing is that we work in the same way of popular education. For me, maybe the word education is not the best, because I think that it's better pedagogy. Education is when you say to the other, you have to know this, you have to go like this, and pedagogy is more to accompany somebody. Don't to say, you have to do that, okay, let's go walk together. This is the only thing. Of course, we have a lot of problems with words, no? When the people here talk about America, I'm Colombian, and I don't understand this word America. America for me is a big continent, no? And then I use more theater, image theater, in my work. What means that? It's a universal language. And then I think that I can put here more the artistic view about the things that Hugo explained. We do theater with the same aims that Hugo does. And I think that with theater we can do more things than only talking. Okay? I was in the class here, behind. It was a class with 200 boys and one teacher reading the class. For me, I'm so sad. Why we are 200 people listen the same, and 100 of the boys are talking, emails, and I ask, what kind of education we need today? Because when I work with groups, this is the way that we don't use. One talk and the others listen. For me, we have to make this dialogue. We have to break this society of monologue. Each day, somebody said us, we have to do that, we have to do that. But nobody listens what really we want to do. And the thing is that theater makes dialogue, not monologue. Spain is in a bad moment, very bad moment. 500 families lose his house each day. 500 families, excuse me. It's not easy to say that we have now a lot of espoir, hope. We don't have now.
We are feeling more resignation. And for me, it's very, very sad because we are becoming victims, not oppressed people. Oppressed people is the one people that fight, but victim can do nothing. When in your life you can recognize the oppression, the relation between the forces are so hard, then we can talk about oppressed. We talk about victims. Now we are victims of a system. But the problem is that we know all. We have internet, newspaper, we listen a lot. It's the best moment to the communication, but it's the bad moment for do something. It's incredible. We know a lot, but we can do nothing. I think in Spain now like this. I don't know France. Theater of the Press, we work in prisons, we work with drugs users, we work with young people, immigrants, second generation, third generation. I think France have 5, 6, 7 generations of immigrants. We are starting in this process. And the theater represents the third space. It's the space that we can work the memory, who we are, but we can imagine who we can be. You understand me? And this is a space of freedom. And theater gives this protection to the people. And I'm going to stop here. I only ask you if you want to make some image theater exercise. It's very short, okay? I prefer practice than talk, okay? Please do with your body. I want that you make an image for you what is political. Think one moment, make an image with your body what means for you politic. Only a photo. One, okay? You have prepared, everybody? An image of, for you, what means politic with your body. One. Conduisez avec votre corps ce que la politique représente pour vous. Excellent. Parfait. 1, 2, 3. Okay. You see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Image, similar image, okay? What do you think about this image of these people that are up? That's not politics. For me, that is fight. Fight. Okay. Resistance. Blah, blah, blah. Okay, I'm agreeing with you, and all the Jones agree with you. I see here a lot of social workers. When I work with young people, the people say like this, like this, like this, because the young people don't believe in political. Why? Of course, by the politicians we have, and we mix the two words. Political, not only the politicians. We are politic people, and we believe in that. When I do some kind of act, I'm political. I'm doing political. When I know both, when I don't want to see problems, it's also my political attitude. I don't agree totally with this idea, but the young people think that only political do the politicals, not the other way. We start changing that, and I say the second word, that is activism. Please make an image of activism, a photo. For you, maybe it's the same. Political and activism, political and activism, okay. But with the young people, it's different, because activism is fight, and political is not. It's the other thing. And we have to link the two concepts. Why the generation gap? What causes that? Why? Why? Why young people are thinking differently than others? Because we are working in this.
The people don't want to come to debate. The young people don't want to talk a lot. Why? Why? Wow. Sense of urgency. Yes? There is a sense of urgency among young people, among a lot of activists who think stop talking and act, because for a lot of issues we have, I would say, a maximum of 10 to 15 years left, and if we don't control them, then it's going to go downhill from there. And for somebody who is now 20 or 30, in about 15 years they'll be middle-aged, they won't be dead. So, you know, we all think that, I mean, when we're old, we're going to have to face a really complicated life. And people who are older actually should think of their own children and what they will have to face when they are 40 or 50 or something like that. I think that's a big problem. Also, young people who have grown up after 68 have never had a period where they could see actual activism in the street. It's coming back now, but for 20 years they have heard blah, blah, blah on the news. And there's absolutely no trust in the political class. Exactly. Because there is no example for that. I mean, I'm a little older than that, but for people who are 10 years younger than I am, they won't have had any experience firsthand. The only thing they see is like, now, Occupy. Okay, so that's what they identify with. When the movement of Indignados started in Spain, it was spontaneous, totally. It was the people going to the street. And these people don't know what we want. We know what we don't want. This is the thing. We don't want the politicals, and we don't want this economic system. Actually, if I can say something, that's not even true, because we know quite well that even in the Occupy movement in the US, that people do agree on something. It has been reported in the news a lot that the people from Occupy actually don't know what they're talking about and they're just against anything or everything. But the reality is actually a lot of these young people have a very clear sense of what they don't want and what they do want instead. They want a different financial system. Exactly. But nobody portrays that. Everything is portrayed in a negative way. Everybody says, oh, they don't want this, they don't want that, but what do they want? Actually, if you would just listen. Yes, I'm agree, it's certain. But the subject is how we can put together all these subjects. Yeah, no, But you have reason. It's a problem of how things are presented in the news and what we hear about it. It's not necessarily true that young people don't know what they want. Yes, I have People to. don't. No, I agree with that. It's not like everyone, but Okay, then the movement, it's spontaneous, and the movement said, we don't want leaders. Then is one good, am I on time? Thank you. Okay, then we don't have leaders. This is a problem also. Because in one moment, government said, okay, I want to talk with this movement. But we don't agree who represents us. This is one of the problems to make this movement more visible, to really can start a process of transformation. I can't talk a lot of movement of Indignet for this reason. I don't represent this movement. I represent Theater of the Press in Barcelona. And then I think that this is the way to starting working also with victims and other other people that have a lot of feelings, but sometimes can't explain exactly. With theater, we have this space to think about, to see the causas, the reasons, and the consequence. And this, when we analyzed, is the moment maybe to become oppressed. And then if we recognize like oppressed people, we can start fighting. Thank you. I prefer you talk something. Y a-t-il d'autres questions? Other questions?
voulais revenir sur une phrase que vous avez dit. Vous avez dit il faut qu'on arrive à faire que la politique et l'activisme. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est pas en soi-même? En soi-même, c'est une position théorique par rapport à la politique. Il peut y avoir très bien une forme de critique de la politique qui ne soit pas de la résignation et qui ne soit pas non plus le tous pourri. Je ne sais pas si vous voulez le traduire en anglais, mais c'est une position que vous avez prise là. Oui. Ce n'est pas une question d'organisation, c'est une position que vous avez prise. Ah, peut-être. Oui. En disant il faut vraiment qu'on arrive à faire que la politique et l'activisme puissent se rejoindre. Mais moi personnellement, je n'y tiens pas. Hein. Et peut-être la grande parole, le grand mot du théâtre, c'est l'action. Pour ça, je pense beaucoup dans l'action. Je pense plus dans l'action que dans la parole, les mots. Alors, c'est vrai, c'est notre option politique. Je crois qu'il y avait quelqu'un là qui vous vouliez parler aussi. Je peux vous prendre le micro avant. You are the director of a theater. What can the theater do to make society better? What playwrights, I'm thinking of Mustafa Matura, for example, Mustafa Matura, he writes plays in the jargon of Trinidad and produces them on the West End in London. He's very popular. He's beautiful. He's done the Three Sisters of Chekhov in that setting of Trinidad. For me, he has done a lot to unite the populations of England, of London. Mm-hmm. And what kind of theater do we need? Who are the playwrights that do that make for peace in communities? In Theater of the Press, we don't have text. The people write the text. It's the own story of each one. And then we put in scene, and we stop the scene in one moment, and we ask to the people, what can do the oppressed? And the people said, hey, the oppressed can do like this, he can try to change, okay, come here. And the people go inside. Go on the stage? Yes. You talk a lot about this, Hugo talked about this writer, this... yes, I'm talking, I remember a lot Freire when you talk about Aliski, because I think it's similar. The theory is that, the problem for me is that the people now, when you talk, we have this stigma. Jordi's comunista. Yes, it's a problem. Because when the people say that, I stop the workshop. Okay, I'm comunista, and you have solution for, okay, if I'm comunista, we can stop and we do nothing. Where is the problem? I don't know if I'm comunista, but the people need to know de dónde viene el mensaje. ¿De dónde viene el mensaje? Where did the message come from? And the problem is this. The people don't believe in the message. In Theater of the Press, the message is the same people. Yes, the people put in scene his problems, and then it's a collective dialogue. And it's beautiful because the people sometimes think that the problem is only her problem. And with theater, we saw that is, oh, maybe my problem is the same problem of this man, of this woman, and then we start this collective dialogue. But we don't write text. Each group have his own story. It's like when you cook in house. You do what you want. If you go to the restaurant, you have to eat the menu. Thank you. Très rapidement parce qu'on est au bout de l'heure.
Oui, de toute façon, tu as bien répondu. Ya has hablado de lo que quiero que hablar. Que este tipo de teatro se puede que la gente aquí no sabe exactamente cómo se practica y la diferencia entre este teatro y el teatro clásico. Entonces estaba para... Yes, okay. It's this kind of theater. He asked me to explain better what is this theater of the press exactly. We make image theater, we make a theater in the street, but with the people don't know that we are actors, and we go to the street to feel what is going on. Now we have an European project about racism, and we are going to the street to make some actions, but the people think it's true, and then we look how the people react live this subject. For me, it's so nice for the actors because we learn too much in this kind of actions. Really, it's difficult to change the society with one action in the street because we need to do 1,000 each day, no? But we have different techniques to work with the groups. We have also legislative theater. We have also Rainbow of Desire. That is when it's a lot of techniques. I don't have time to explain all, but you can. Internet is a good tool to know. We have this a school patutom. That means from everybody. And we are in Barcelona, we are open to everybody. And then if you want to see the web, you can see. Okay? Thank you very much. Thank you to my host. Je vais donc donner la parole maintenant à M. Alexandre Lefebvre de Grenoble, qui va nous parler de Vivre en ville et de consortium OW2. Bonjour, donc je pense que je vais plutôt vous parler de l'expérience alors je suis membre d'un certain nombre d'associations, donc je vais plutôt vous parler de celle qui s'appelle Vivre en ville. Donc c'est une association sur Grenoble qui avait été montée, alors je ne sais plus exactement, il y a à peu près 5 ou 6 ans, par un concours de circonstances où il y avait 2 grands projets qui faisaient un peu peur à un certain nombre de citoyens de la ville. Il y avait un projet de construction d'une rocade qui était ressorti pour la énième fois, mais qui avait l'air un peu plus sérieux que la fois d'avant. Et puis il y avait eu aussi une révision du plan d'urbanisme qui faisait que la ville allait pouvoir densifier beaucoup plus que précédemment. Et dès que le plan d'urbanisme est sorti, on a vu fleurir un certain nombre de permis de construire à des hauteurs plus ou moins variables dans des zones où il y avait que des petits immeubles ou des petites maisons. Donc du coup, il y a un certain nombre de gens qui se sont mobilisés. Au départ, c'était des habitants du quartier où j'habitais qui se connaissaient. Et on a décidé de se mobiliser pour... alors, on ne savait pas trop quoi faire au début. Hein, c'était vraiment on découvrait le système de la mobilisation. Donc, c'était plutôt pour être contre. On n'avait pas encore d'objectif de savoir ce qu'on allait faire après, mais on était contre. Et donc, on a commencé par se rassembler et puis discuter déjà de quoi on était contre et pourquoi on était contre. Et puis après, on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on apprenne à mieux connaître, mieux cerner le problème. Donc on faisait du Monsieur Jourdain par rapport à tous les aspects plus académiques que j'ai appris ce matin. Donc on a appris à connaître notre ennemi. C'était quoi l'ennemi? Comment est-ce qu'on pouvait le décrire cet objet qui était le plan d'urbanisme, comment est-ce qu'on pouvait le contrer, quelles étaient les différentes possibilités qu'on avait. Bon, on a aussi lu beaucoup sur l'urbanisme, les différentes formes d'urbanisme. C'est comme ça qu'on a appris aussi que Grenoble est la 3e ville la plus dense de France après Lyon et Paris, donc on ne le savait pas. On a lu pas mal de chiffres sur le fait que Grenoble a la particularité d'être dans une cuvette, donc les constructions sont limitées.
mais que le choix de la ville de Grenoble était de densifier encore plus au centre, alors qu'en fait les communes périphériques sont assez peu denses et qu'il y a de la place pour construire. Donc il y avait d'autres choix possibles, donc petit à petit on a appris ça aussi. Et puis on a pas mal étudié sur les formes d'urbanisme, où en fait une chose qu'on ne savait pas, c'est que pour mettre le même nombre d'habitants au kilomètre carré, on peut soit faire des grandes tours de 50 étages ou 30 étages à la chinoise, avec pas mal d'espace vert autour, soit faire des petits immeubles de 4-6 étages, avec un peu moins d'espace vert autour, soit faire comme il se fait dans les pays comme la Hollande, où ça se fait beaucoup, il y a des tout petits terrains d'une centaine de mètres carrés, avec une maison par terrain, mais il n'y a pas du tout d'espace commun. Donc on a appris ça. Et puis en lisant, on a aussi appris que l'être humain n'aime pas l'homogénéité. Et donc l'idéal, c'est d'avoir un peu d'un mélange de ces trois formes urbaines. Que les formes urbaines sont quelque chose d'assez nouveau, mais que, bon là on le voit avec l'historique des villes nouvelles, hein, des choses très uniformes, ça passe mal. Donc que ce soit même des immeubles uniformes de 6 étages, ça passe mal. Des petites maisons partout, ça passe mal. Et des grandes tours, ça passe mal. Que l'idéal, c'est la diversité. Donc bref, on a appris beaucoup de choses. Et on s'est aussi pas mal réunis. On a donné la parole aux habitants du quartier qui avaient des revendications différentes pour l'urbanisme. On s'est rendu compte qu'il y en a certains qui étaient plutôt pour, d'autres plutôt contre, des constructions plus denses, pour des tas d'arguments divers et variés. Et puis par contre sur l'aspect de la rocade aussi, puisqu'il y avait deux aspects en même temps qui étaient les constructions et le problème des transports, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément les mêmes gens qui étaient contre les deux, mais bon c'était intéressant aussi en discutant. Et par contre on s'est tous rapidement mis d'accord qu'il fallait faire quelque chose, puisqu'il y avait quand même un certain nombre d'abus dans les constructions notamment de promoteurs qui faisaient du porte-à-porte pour essayer de convaincre les gens qu'ils avaient déjà acheté la maison d'à côté alors que ce n'était pas vrai, donc il fallait absolument qu'ils vendent la leur. Et du coup, on a fait des actions très simples. Alors au départ, on ne savait pas trop non plus quoi faire, donc on a décidé de faire des réunions publiques d'information pour expliquer aux gens ce qu'étaient les fameux projets en question, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas au courant déjà, parce que quand il y a un nouveau plan d'urbanisme, les gens ne le savent pas forcément, ils ne connaissent pas forcément ce que ça veut dire. Donc on a fait des réunions d'information et on a fait des choses très simples. Donc on parlait des petites actions qui réussissent bien. Donc on a mis des petits tracts jaunes partout, dans toutes les boîtes aux lettres et sur toutes les voitures du quartier. On a appris que ça avait beaucoup irrité la ville de Grenoble, qui n'était pas du tout contente qu'il y ait des citoyens qui se motivent. Et on a aussi appris que les communes considèrent que un membre d'une association qui est contre la commune, c'est 1,2 votes contre la mairie en question pour les prochaines élections. Donc on a aussi appris que du coup, une association qui revendique un certain nombre de membres a un certain poids. Donc tout ça, on l'a appris au fur et à mesure. Et dans les premières réunions, on était assez surpris de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui sont venus. Il y avait plus d'une centaine de personnes, qu'on était surpris, qui étaient venus pour s'informer, pour aussi comprendre que les démarchages des différents promoteurs qu'ils avaient pu avoir dans leur boîte aux lettres avaient peut-être des conséquences. Et les actions suivantes qu'on a entreprises étaient des actions plus directes. Alors on a eu de deux types. On a demandé à rencontrer la mairie pour discuter avec eux. Et on a été heureusement surpris de voir qu'on a été reçus. Donc au fur et à mesure, ça a donné lieu au fait que quand ils se sont rendus compte de leurs erreurs sur le plan d'urbanisme, ils ont invité notre association et un certain nombre d'associations à leur faire des recommandations, dont certaines ont été prises en compte dans les refontes du plan d'urbanisme. Et aussi sur la structure de l'association, on avait fait attention à, dans les statuts, mettre en sorte qu'on pouvait aller rester en justice. Donc il faut faire attention dans les associations en France de bien choisir ces bons statuts. Bon, là, on avait été bien conseillés. Et du coup, il y a eu un certain nombre d'habitants qui voulaient s'opposer à la construction d'un immeuble. Donc on a pu se joindre à leur recours. Donc eux, ils ont fait un recours. En fait, on a partagé les frais d'avocat, on a fait le même recours. Et donc on a eu une action qui a été positive dans le sens où le recours a été jusqu'au bout et que le projet a été débouté, bon, pour des raisons techniques que l'avocat avait trouvées, mais ce qui a suffi pour décourager le promoteur et aussi faire prendre conscience aux élus que effectivement le projet d'urbanisme qu'ils avaient mis en place avait des conséquences négatives de densification au-delà de ce qu'ils voulaient. Et la mairie s'est aussi aperçue que sur un certain nombre de bâtiments qui voulaient préempter, puisque quand il y a une vente de terrain ou de maison, la ville a le droit de préemption, ils ne pouvaient plus le faire parce que les prix avaient tellement augmenté que ça devenait en dehors de leur budget.
Donc il y a eu des conséquences positives. Donc après, bon, il y avait aussi une des questions qui était posée, c'est quelles sont les limites ou quels sont les problèmes qu'on a pu rencontrer. Bon, les problèmes qu'on a pu rencontrer qui en sont peut-être pas, hein, c'est que dans les débats et les discussions qu'on a eues, il y avait des gens qui étaient d'accord avec le fait de s'opposer, d'autres qui ne l'étaient pas. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas? Je pense que c'est bien que les gens puissent s'exprimer. On pensait avoir raison, on n'avait pas raison sur tout, on n'avait pas forcément toujours raison, mais bon, ça fait partie des aspects démocratiques, hein, de pouvoir admettre qu'on n'a pas non plus la raison absolue dans toutes les revendications qu'on puisse avoir, et que des gens avaient d'autres préoccupations. Ils voulaient absolument vendre leur terrain parce qu'ils avaient des besoins propres de financement d'autres projets, et ils étaient frustrés de voir qu'en s'opposant au nouveau plan, ils n'allaient plus pouvoir vendre leur maison aussi cher que ce qu'ils auraient bien voulu. Mais bon, ça fait partie des problèmes sur lesquels on est tombé. On a évoqué ce matin la démocratie participative, qui est un peu à la mode dans les... Qu'est-ce qui parlait de ça dans les mairies, qui mettent en place des cellules de démocratie participative. Alors, on a eu l'impression aussi plusieurs fois de se faire un peu berner par la mairie qui nous disait « mais si, on vous écoute ». Et effectivement, ils écoutent. Mais après, bon, il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc, on a eu l'impression d'avoir été, je dirais, entendu, mais on avait été juste écouté sans être vraiment entendu. Donc, bon, on a appris à faire le tri entre ce qu'était la démocratie participative telle qu'elle était annoncée par les mairies et celle qui était réellement mise en place, ce qui n'est pas toujours facile. Donc là, on s'est frotté au jeu politique. Aussi une autre bonne surprise qui n'était pas vraiment un problème. On a cru à un moment qu'on allait, entre guillemets, se faire récupérer par l'opposition municipale. Mais en fait, non, on a réussi à rester relativement indépendant. Et on a des membres de l'association qui sont dans l'opposition municipale, mais qui séparaient bien leurs casquettes. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'association au titre avec leur casquette de citoyens, sans revendiquer l'appartenance politique de l'association à un parti particulier, sachant qu'il y a des gens dans l'association qui sont de plusieurs bords politiques. Donc on était heureusement surpris de voir qu'on a réussi à concilier différentes appartenances politiques sans que ce soit récupéré par un parti plus qu'un autre. Donc ça, c'était une crainte plus au départ, mais ça s'est plutôt bien résolu. Bon, après, dans les autres actions, on a aussi encouragé d'autres quartiers qui se posaient les mêmes questions à rejoindre l'association. On a aussi organisé d'autres réunions d'information dans leur quartier. On a appris à les connaître, à voir leurs problèmes qu'ils avaient, qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes que ceux qu'on avait nous. Et parmi les difficultés ou les échecs qu'on a eus, on a eu aussi des tentatives de recours qui ont... Alors il y en a encore un qui est en cours, là on ne sait pas ce que ça va donner, hein, qui aboutira ou qui aboutira pas forcément. Et puis on a eu aussi un autre cas où on avait été appelé par une association qui était contre un projet de construction. Et en fait, on a été très frileux pour y aller parce qu'il s'agissait d'un projet d'autopromotion, donc un truc pas très courant en France. En France, en général, c'est un promoteur qui achète le terrain, qui construit et qui revend derrière. Là, c'était des habitants qui, à plusieurs, achetaient un terrain pour faire une construction dont ils étaient eux-mêmes propriétaires. Donc, il y a un modèle pas très répandu. Et donc, on a été alertés par les riverains qui ne voulaient pas entendre parler de ce projet-là. Et en fait, quand on a été voir sur place, on s'est aperçu que c'était une construction qui était de taille modeste et qu'ils auraient pu en fait avoir bien pire si le terrain était vendu à des promoteurs privés. Et on a longtemps hésité de savoir si oui ou non s'associer à leur recours. Et en fait, on n'y a pas été en fin de compte. Donc on les a écoutés, on les a conseillés. Et bon, ça rentrait pas dans notre éthique de s'opposer à ce projet-là qu'on estimait nous être raisonnable entre guillemets. Bon, là c'est toute la limite de savoir ce qu'on appelle par raisonnable. Bon, je pourrais raconter d'autres choses, mais je vais peut-être vous laisser poser des questions si vous voulez. Merci. Alors nous avons encore quelques minutes pour discuter. Ouais, alors au W2, je l'avais mis, c'est un autre type de communauté, donc c'est complètement différent, j'en ai parlé ce matin. C'est une association qui fait le développement et la promotion de logiciels libres. Donc là, on est dans un monde qui est peut-être moins citoyen, plus, je dirais, professionnel.
Alors c'est des logiciels libres de type logiciel libre d'entreprise. Donc je discutais un petit peu avec Mickaël là ce matin. C'est vrai que alors on pourrait discuter des logiciels libres pendant longtemps. Un des problèmes des logiciels libres, c'est que il y a des bons principes au départ qui sont que le logiciel doit répondre à un certain nombre de libertés d'utilisation, de modification, de redistribution. Il se trouve que dans les communautés de logiciels, et en particulier ceux des logiciels libres, les gens qui sont les plus revendicatifs sont en général les développeurs et ou certains utilisateurs. Alors les développeurs, eux, sont revendicatifs du fait qu'ils puissent développer leur code, mais on sent pas de revendications citoyennes et politiques en termes du droit en tout cas dans ce que je peux voir moi, en termes du droit des travailleurs que sont les développeurs eux-mêmes. Donc il n'y a pas de revendication par rapport à leur statut de travailleur, mais plus par rapport à l'objet qui est le logiciel lui-même. Donc bon, c'est pas une critique en soi, c'est plutôt une constatation. Par contre, c'est vrai qu'on retrouve dans les communautés de logiciels les mêmes problèmes d'organisation, c'est-à-dire qu'on va trouver différents types de communautés de logiciels qui sont plus ou moins organisées, certaines avec des leaders, d'autres sans leader. On va retrouver des communautés de logiciels qui sont en fait des logiciels libres proposés par des entreprises où la personne qui doit organiser la communauté doit gérer à la fois les intérêts de l'entreprise qui, elle, pousse son produit, les intérêts des développeurs tiers et les intérêts des utilisateurs qui sont parfois contradictoires. Donc il y a tout un mouvement dans le monde du logiciel qui s'appelle, alors dans le monde du logiciel, ça s'appelle Community Leadership, on appelle ça des Community Leaders. Et parmi les problèmes qu'ont à résoudre les Community Leaders, c'est les conflits au sein de la communauté, donc quand les gens ne sont pas d'accord, donc là on est dans plutôt des problèmes de participation, d'écoute, de donner le droit à la parole ou pas. Après, des sujets qui sont souvent abordés dans ces colloques-là, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a des éléments perturbateurs dans une communauté. C'est plus sur le fonctionnement. Bon, c'est pas toujours évident, hein, il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Il y a un certain nombre, c'est souvent des questions que les gens se posent. Et l'autre problème, c'est quelle est la position du community manager quand il est payé par une entreprise et qui pousse ses propres intérêts et que les intérêts sont en conflit avec les intérêts des utilisateurs ou des autres développeurs qui, eux, ne font pas partie de l'entreprise. Donc le côté un peu schizophrène du community leader dans ces domaines-là. Donc on trouve, je dirais, c'est un monde qui est assez jeune en termes d'organisation, la gestion de communautés de logiciels libres. Le terme community leader dans ce monde-là existe depuis à peu près 4 ans. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes qui sont identifiés. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a plein de petites recettes sur comment faire participer la communauté. C'est beaucoup des choses comme ça. Donc là, on retrouve ce qu'on a un peu dit ce matin ou là, c'est-à-dire donner la parole aux gens, les laisser s'exprimer, leur faire prendre le pouvoir. Donc ça, c'est des choses que le monde du logiciel découvre en termes de fonctionnement de communauté. Bon, après, on a les problèmes spécifiques qui sont liés aux intérêts un peu business qu'il peut y avoir derrière ou pas. Donc je pense mon impression, c'est que les communautés de logiciels redécouvrent un peu le monde des communautés plus au sens communauté de citoyens, dans un contexte qui est plus précis, plus cadré, mais qui n'a pas de problèmes qui sont radicalement différents. On a le temps pour une autre question, oui. Oui, sur ta première intervention, je sais que c'est difficile comme question, mais est-ce que tu sens qu'après la lutte qu'il y a eu sur les intérêts immédiats en bas de chez soi, est-ce que tu sens que c'est des personnes qui sont ouvertes à d'autres luttes ou ont pu embrayer sur d'autres réflexions au-delà de... Alors, c'est vrai qu'au départ, les gens étaient... Il y a eu 2 types de personnes. Hein. Il y a les membres qu'on a vus pour les luttes très locales au niveau d'un quartier. Donc ceux-là, on les retrouve quand il y a un nouveau problème très local au niveau du quartier. Puis après, il y a un certain nombre de gens qui nous ont rejoints aussi parce qu'ils avaient le même problème dans leur quartier, puis qui se sont aperçus que, bon, bah, après tout, c'était un problème vraiment global, puisque c'était un peu sur toute l'agglomération qu'il y avait ce problème de politique d'urbanisme. Et effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il y a parmi les membres un certain nombre qui sont allés au-delà
Et puis, plus récemment, il y a eu un collectif d'associations qui s'est monté. Et là, on a retrouvé un peu les mêmes. C'est-à-dire ceux qui étaient prêts de continuer la démarche dans un contexte plus global, quoi. Après, alors, est-ce que c'est des gens qu'on pourrait mobiliser sur les problèmes à venir, type autoroute A51, là, dont on parlait? C'est probable. Je pense que oui. Il y a eu une prise de conscience du fait qu'on a pu agir et on a pu avoir des résultats. Donc c'est un peu ce qu'on disait ce matin, là, d'avoir des actions qui réussissent, ça encourage les gens d'aller plus loin. Donc je pense que oui. Je dirais pas pour tout le monde, mais il y a un certain nombre de gens qui se sont pas découragés, mais qui ont tourné la page parce que leur problème local a été résolu. Et puis par contre d'autres qui ont peut-être eu une prise de conscience plus large. Merci. Alors je vais donner la parole maintenant à M. Christophe André de Grenoble, qui va parler de l'organisation de communauté, qui est membre de l'association Entropie, et j'ajouterai, parce que je le connais, il est aussi inventeur. Donc juste pour un peu resituer d'où je parle. Donc d'où je viens, dans ma famille, il n'y a pas une conscience politique forte. Je dois dire que cet engagement politique, il est venu vraiment sur le tard. Et il est venu vers 28 ans par là. Et en fait, comment est-ce que ça arrivé? J'étais ingénieur et en fait, je sentais que dans la pratique de mon travail, il y avait des choses qui étaient incohérentes et qui ne correspondaient pas à certaines aspirations, notamment écologiques, que je pouvais avoir. Et quand je regardais autour de moi, en fait, il y avait les militants qu'il y avait autour de moi ne me séduisaient pas du tout, dans le sens où ils étaient juste contre. Et ils avaient souvent des objectifs qui ne me semblaient pas atteignables, comme on pouvait parler ce matin. Et ce qui a pu me faire changer, en fait, et me dire que c'était possible de faire autrement, c'est de voir des gens qui agissaient sur leur quotidien et créaient des alternatives dont ils voyaient directement les effets. Donc ça m'a amené à changer, en fait, à développer ma propre activité d'ingénierie, avec, comme on pouvait parler à midi, des questions de libre, donc de propriété intellectuelle sur ce que je peux produire pour que le maximum de gens puissent en profiter, et puis des questions écologiques. Et donc en même temps, j'ai initié puis participé à pas mal de collectifs artistiques qui partaient de besoins communs, souvent de questions de précarité qu'il peut y avoir dans ce milieu-là. Et en fait, lors de ces expériences, j'ai souvent remarqué que sous couvert, en fait, d'une liberté absolue, il n'y avait aucune forme d'organisation et que ça devenait souvent la loi du plus fort, en fait. Donc je me suis dit que c'était important de trouver des outils qui permettent d'avoir des débats où tout le monde puisse s'exprimer, des modes de prise de décision les plus démocratiques possibles, etc. Et du coup, en partant de tout ça, je me suis dit, quand j'étais étudiant, en fait, ça m'a beaucoup manqué de ne pas voir toutes ces alternatives. Et j'aurais aimé, en fait, voir ça pour voir que c'était possible et changer de voie. Et du coup, je me suis dit que j'allais monter un festival pour les étudiants sur la fac qui parlerait de ces questions-là. Donc c'est le festival Vivre l'Utopie qui a vu sa 2e édition cette année. Et donc lors de ce festival, en fait, il y a autant des témoignages sur des gens qui travaillent dans une scope autogérée, des gens qui vivent en communauté, des choses sur les monnaies complémentaires, etc. Il y a des projections de films sur des luttes sociales ou sur des projets un peu utopiques. Et puis des ateliers sur notamment tout ce qui est au protocole de débat et prise de décision.
Donc en fait, le but étant que les gens aient connaissance des différents outils qui vont leur permettre après de s'organiser et vraiment de sortir de cette illusion que spontanément on peut s'organiser sans tous ces outils-là. Donc, pour donner un exemple d'une expérience qui a été relatée par un intervenant qui m'a pas mal marqué sur ces questions d'organisation, c'est la communauté de l'Arche de Saint-Antoine, qui est une communauté religieuse dans le Nord-Isère, je crois. Mais le côté religieux ne se sent pas du tout dans leur organisation politique. C'est pour ça qu'on les a invités. Et ils ont eu toute une expérience sur leur mode de prise de décision. Et en fait, ils ont choisi pour les décisions qui sont très importantes pour la communauté, de les prendre au consensus. Donc, consensus, c'est-à-dire qu'on décide ensemble de la question commune, on donne toutes les solutions possibles, et puis ensuite, on choisit une solution, sachant que les gens peuvent adopter à l'unanimité la solution. Ils peuvent ne pas être d'accord avec la solution, mais dire qu'elle ne met pas en danger le collectif, donc ils ne s'y opposent pas. Ou alors, ils peuvent mettre leur veto et dire « je pense que cette solution met en danger le collectif, je veux qu'elle soit rediscutée ». Et dans ce cas-là, le protocole est relancé. Donc ce qu'il faut voir avec ce genre de mode de prise de décision, c'est que c'est un mode de prise de décision qui est plutôt quand même conservateur, dans le sens où ça va privilégier le projet initial. Donc il faut en avoir conscience, parce que des fois le consensus c'est prôné comme modèle idéal. Il faut avoir conscience qu'il y a certaines choses fondamentales dans le projet qu'on ne pourra pas changer, parce que les gens pourront mettre leur veto. Les décisions de tous les jours, ils les prennent à 70%. Donc ils votent et à 70%, il faut qu'ils soient d'accord pour des décisions dites pas très importantes. Alors après, tout le problème est de déterminer est-ce qu'une décision est importante ou pas importante. Et puis pour l'entrée d'une personne dans le collectif, ils prennent la décision à l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord. Et si une personne ne se sent pas de vivre avec ce nouvel arrivant, elle peut mettre son veto et sans argumenter quoi que ce soit, la personne ne pourra pas rentrer. Donc en fait, il part du principe que si on accepte, on fait rentrer une personne et que certaines personnes ne se sentent pas de vivre avec celle-ci, cela risque de mettre en danger l'équilibre de la communauté. Et c'est comme ça qu'il le justifie. Et donc voilà, cette année, on a continué de travailler sur ces questions d'organisation, notamment sur tout ce qui est protocole de débat, avec un atelier sur le débat en étoile, un atelier sur les prises de pouvoir dans les collectifs. Et puis l'année prochaine, on aimerait bien faire des ateliers aussi sur tout ce qui est communication non violente et gestion des conflits. Parce que dans les collectifs où j'ai pu être, lorsqu'il y a eu des conflits, c'est parti tout de suite en vrille. Et c'est vrai que je trouve en France, c'est assez difficile. C'est des questions qui ne sont pas trop traitées. Donc voilà. Sinon, par rapport à l'impact de ce festival sur les gens et sur les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc le but de notre public cible, c'est vraiment le public étudiant, parce qu'on considère qu'il n'a pas encore fait de choix de vie déterminant. Enfin, il en a fait certains, mais il n'est pas engagé avec une famille, un prêt pour rembourser son appartement, etc. Et donc il peut encore partir dans d'autres directions et prendre des chemins de traverse. Sachant qu'on a fait un peu des statistiques cette année et on avait 25% d'étudiants au festival, donc ce qui est peu vu que c'est notre public cible. On doit avoir, on a beaucoup de militants en fait qui viennent et puis quelques gens un peu non avertis de milieu associatif. Et on s'est aperçu notamment que lorsque les pics au niveau de la fréquentation étudiante, c'était pour les projections de films.
et que tout ce qui est atelier, en fait, touchait vraiment un public qui connaissait déjà un peu ces problématiques-là. Du coup, l'année prochaine, on va repenser encore un peu le format en essayant de mettre un peu plus de projections entre midi et 2, parce que ça se prête après à des débats intéressants et ça peut être des amorces intéressantes pour que des gens franchissent le pas. Et puis une stratégie un peu plus coercitive, on va dire, enfin c'est peut-être pas le terme, mais on va essayer d'inclure ce festival Vivre l'Utopie dans des formations étudiantes. Donc on nous a dit que c'était possible en fait, et du coup que les gens aient leurs heures de cours libérées pour venir au festival. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire encore. Ouais, bon, c'est pas grave. Je suis ouvert à vos questions. Merci. Des questions? Oui. Vous avez évoqué une communauté de l'Arche. Est-ce que c'est ce qui avait été fondé sur des principes de Lanza del Vasto, et ça, donc une non-violence portée à la nature? Ah, okay. Et la deuxième remarque, je n'ai pas tout perçu de ma place, dans la mesure où vous nous parlez d'une entreprise de design, c'est bien ça? Oui. Je veux dire, c'est une véritable géopolitique de l'esthétique à travers votre approche. Enfin, voilà, j'ai admiré la modestie de votre exposé, mais je sens des arrière-plans qui sont tout à fait provocants pour nous. C'est-à-dire dans quelle mesure la beauté est un ressort de mobilisation, de construction du monde, etc. De mobilisation, c'est plus difficile, mais... Quelle est votre réaction à mon propos un peu déconnant? Vous pourriez un peu développer, parce que j'ai du mal à comprendre. Ah ben non, je lançais le terme un peu utopique d'une géopolitique de la beauté, voilà. Une géopolitique. Il faudrait croiser avec la critique de l'urbanisme. Vous avez parlé de le consensus, la communauté de consensus. Peut-être c'est lié à ce que le monsieur dit. Le consensus, pour moi, est un esthétique, c'est-à-dire qu'un jugement de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Hein. C'est l'esthétique et l'éthique est lié. Et le consensus est quand une communauté voit les choses plus ou moins de la même façon. Ça est laid, ça est belle. Hein. Est-ce que d'où vient cette consensus? I mean, qu'est-ce que c'est le procès pour arriver à un consensus? Quel est le procédé pour arriver au consensus? Oui, par quel processus? Oui, par quel processus? Donc, c'est ce que j'ai un peu expliqué au niveau de la méthodologie. Il y a déjà définir la question commune, parce que en fait, la question va orienter la réponse. Après, énumérer toutes les possibles réponses. Et après, en choisir une, en fait. Et se mettre d'accord sur ce choix-là. Sachant qu'on peut ne pas être d'accord, mais ne pas s'opposer à la décision si on considère qu'elle ne met pas en danger le collectif. Est-ce que ça, c'est différent que le democratic centralism, le centralisme démocratique, ou est-ce que c'est la même chose, à votre avis? Moi, ça me semble plutôt différent, dans le sens où il n'y a pas une personne à qui on délègue notre pouvoir pour prendre la décision. Donc, on en discute tous ensemble. Mais on est d'accord d'obéir, mais la majorité, même si on n'est pas d'accord avec, c'est ça? Le fait que s'il y a une personne qui ne s'oppose pas à... En fait, si la personne elle ne s'oppose pas à, entre guillemets, la majorité, c'est parce que, on va dire, elle pense que ça ne met pas en danger le collectif. C'est pas quand même, elle est plus ou moins, elle n'est pas vraiment d'accord, mais elle dit, vas-y, allez-y, moi ça me dérange pas. Voilà, je ferai pas ça, moi, mais ça me dérange pas. Mais par contre, si elle n'est pas d'accord, elle peut vraiment mettre son veto, et dans ce cas-là, le processus est remis en marche. Voilà.
façon d'illustrer le consensus. Plus fort, plus fort. Une autre façon d'illustrer le consensus, c'est en allant chercher dans un truc qui s'appelle la sociocratie. Vous avez déjà entendu parler, mais la démocratie, c'est la sociocratie, du coup, le pouvoir au consensus. L'idée toute bête est de faire des tours de compliments, comme ça. Alors moi, j'organise des fois, on fait des élections sans candidats. Au lieu qu'il y ait des candidats, voilà, là il n'y a pas de candidats, et je dis plutôt, bah, moi j'aimerais que ce soit Francis, le président de notre association, parce que je fais que des compliments. Et ne reprennent la parole que des gens qui ont une meilleure proposition à faire. Et du coup, c'est un vrai travail pédagogique, parce que si tout le monde campe sur ses positions, ça peut durer 107 ans. Et du coup, en termes d'animation, il faut juste dire ça, en fait. Et dire, allez-y, campez sur vos positions, juste on va y passer la nuit, moi je m'en fous, j'ai le temps. Et du coup, ça aide, en fait, à devoir déjà ne plus être dans l'affrontement d'arguments, mais dans la recherche d'un meilleur argument pour tous. Et du coup, en ce sens-là, c'est plus tout à fait du centralisme démocratique, vu que toi-même, tu n'avais pas mieux à proposer. C'est une autre façon de voir le consensus. Bon. Condorcet avait déjà expliqué qu'il n'y a pas de mode d'arbitrage meilleur que d'autres. Dans l'absolu, ça n'existe pas. Ça dépend vraiment des philosophies de groupe. La question, les enjeux. Ça dépend de la question, des enjeux. D'autres questions? Other questions? Yeah, j'ai une question. Et où se trouve l'apprentissage de diriger? Est-ce que c'est important d'apprendre les gens de diriger, ou est-ce que c'est vraiment maintenant d'ordre de question de devenir, ou d'apprendre d'être un dirigeant? Il n'y a pas de place pour le dirigeant, pour une jeunesse d'apprendre à diriger, prendre un rôle dirigeant. Dans le festival, tu veux dire? Yeah, dans la communauté. Moi, les communautés où j'ai pu me rendre, la plupart c'était des communautés autogérées, où il y avait le but étant que le pouvoir soit organisé de manière horizontale. Après, j'ai pu trouver dans certaines communautés, par exemple, sous couvert d'utiliser l'unanimité, en fait, on favorisait le projet initial dans la communauté. Et du coup, il y avait ce projet initial qui était au-dessus, en fait, toujours. Et finalement, on avait une marge de manœuvre à l'intérieur très faible. Donc pour moi, il y a une forme de pouvoir, finalement, des personnes initiatrices du projet, quoi. Mais après, je pense qu'il faut en être conscient et il ne faut pas prôner ces modes de prise de décision comme étant parfait, et c'est ça qui me gênait dans ces communautés-là, c'est qu'ils disaient oui, nous c'est la liberté absolue, ça se fait à l'unanimité, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, la décision ne se prend pas. Et ben non, ça implique aussi que le projet initial il n'est jamais remis en question. L'extrême droite aux États-Unis font un apprentissage, la communauté d'extrême droite font un apprentissage pour la jeunesse. Apprendre à devenir dirigeante dans l'Église, dans les autres associations. La jeunesse apprendre de prendre la parole, de parler correctement et d'avoir un contenu idéologique d'extrême droite. Et après, à l'âge de 20-25 ans, il devient le dirigeant, un dirigeant dans la communauté, dans l'association. Est-ce que c'est une autre stratégie pour la gauche de ne pas encourager cette capacité de diriger et plutôt faire autre chose? Oui, je pense. Je pense que... moi, dans ce que j'ai pu regarder, c'est plutôt une stratégie d'essayer de répartir au mieux la parole entre les gens, donc avec des processus de, un bâton de parole, un débat en étoile, etc. Et essayer de privilégier les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Et voilà, mettre tout en place pour que le pouvoir se répartisse, on va dire, de manière égale, même s'il y a certaines personnes qui auront toujours plus de charisme, plus de facilité à s'exprimer, mais on va essayer de gérer ça, quoi. Oui. Voilà. Est-ce que vous réfléchissez au festival à aller plus loin que de la conscientisation?
C'est-à-dire plus loin que la conscientisation, tu voudrais dire on irait vers quoi? Ouais, genre le passage à l'acte pour des gens, pour le public. Ouais, tu veux dire les accompagner dans le passage à l'acte? Ben, en fait, on a eu une petite surprise, c'est qu'après le festival, il y a eu 2 candidatures spontanées pour faire un service civique dans l'association. Des gens qui sont ingénieurs en fait, et qui étaient assez séduits par ce projet de design libre. Et du coup, il y en a un qu'on a pris en service civique, et le deuxième, ben, on est un peu entre deux parce que moi, je suis un peu le référent technique dans l'association. Les autres personnes n'ont pas forcément de formation technique. Du coup, si on prend une personne en plus, je risque de passer mon temps en fait à gérer tous ces projets-là et pas forcément à faire mes projets à moi que j'ai envie de faire aussi. Donc c'est en discussion pour cette deuxième personne. Et puis on a eu une personne aussi qui est en école de design et qui a demandé à faire un stage d'une semaine. Et du coup, elle est venue faire un stage, et puis plutôt que lui donner les photocopies qu'on avait à faire, parce qu'on ne savait pas trop à quoi lui donner, on lui a proposé de travailler sur son projet futur, en fait, après, lorsqu'elle sera sortie de l'école de design, parce qu'elle nous en avait déjà un peu parlé, on trouvait ça intéressant. Donc, et donc, du coup, elle a travaillé là-dessus pendant une semaine, et puis on l'a aidée, on lui a fait rencontrer d'autres personnes sur Grenoble qui travaillent sur des problématiques similaires. Donc voilà. Donc c'est sûr que dans l'absolu, on aimerait bien accompagner des gens comme ça. Après, il y a des limites physiques qui font qu'on ne peut pas tout faire, quoi. Merci. On va arrêter là parce qu'il faut quand même que la dernière personne à pouvoir parler est aussi tous ensemble. Donc je vais donner la parole maintenant à M. Nicolas Héranger de Marseille. Je ne sais pas si j'ai prononcé le nom. Oui, comme vous voulez. Ouais. De Marseille, qui est membre du comité de rédaction de la revue Mouvement Occupy Wall Street and its Forms of Radical Democracy. Ouais, alors je vais parler en français contrairement à ce qui est indiqué dans le programme. Si, ce sera mieux parce que j'ai un accent absolument atroce quand je parle anglais. Alors, par rapport aux autres interventions, ce sera moins un témoignage, enfin, même si j'ai participé un peu à Occupy Wall Street, mais comme je vis à Marseille, je ne suis pas vraiment dedans. Mais j'ai passé pas mal de temps avec des militants et je voulais en fait un peu soumettre quelques éléments à discussion sur notamment ce en quoi Occupy Wall Street nous interpelle, militants et activistes, dans nos actions et dans nos formes d'organisation, ainsi que dans la construction de nos revendications. Mais avant de rentrer là-dedans, juste un ou deux mots quand même sur... puisque c'est le thème de la journée parle de community organizing, je pense qu'il faut quand même un peu discuter de savoir si Occupy Wall Street peut rentrer dans le label ou dans l'appellation community organizing, puisque d'une part, tous les mouvements activistes ou militants, fussent-ils horizontaux, ne rentrent pas là-dedans, et qu'en plus, il y a eu énormément de débats justement à travers l'histoire militante récente aux États-Unis sur les mouvements altermondialistes ou d'autres mouvements activistes horizontaux, notamment à Seattle. Il y avait un texte très célèbre qui avait circulé qui s'appelait What was the color in Seattle, et qui disait mais au fond ce qui s'est passé à Seattle c'est absolument pas grassroots, absolument pas du community organizing, c'était des blancs de classe moyenne, des blancs de classe moyenne qui sont venus manifester contre l'OMC, et Occupy Wall Street a été confronté en partie à la même critique, en tout cas au départ, où c'était effectivement un mouvement assez blanc. Alors il y a eu des tentatives de rompre avec ça en lançant Occupy Harlem, Occupy the Bronx ou d'autres Occupy dans d'autres quartiers de New York ou d'autres villes des États-Unis. Mais je pense que l'autre manière de répondre à ça, c'est d'une part que le mouvement s'est élargi, mais qu'aussi la nouveauté peut-être par rapport à il y a 10 ou 15 ans, c'est que ces classes moyennes, c'est-à-dire en l'occurrence dans Occupy Wall Street, le noyau de départ, c'était des étudiants qui s'étaient endettés pour faire leurs études et qui, en théorie, devaient ensuite, à la fin de leurs études, trouver un boulot qui leur permettait de rembourser leur emprunt. Ce piège dans lequel on tombe, qui nous empêche de sortir du rapport salarial, puisqu'on commence sa vie active en étant endetté et on passe sa vie à rembourser son emprunt, eux, en raison de la crise, ne trouvaient pas d'emploi, et donc avaient joué, comme le dit David Graeber, selon les règles du jeu, avaient respecté les règles du jeu de la société américaine, états-unienne, mais se retrouvaient confrontés en raison de la crise, en fait, un peu une statut de fardeau, de poids pour cette société, et du coup, en soi, il y a une nouvelle figure qui émerge probablement de précarité dans les classes moyennes. Et on trouve en plus, alors au-delà de ça, un élargissement dans les actions de community organizing à partir d'Occupy Wall Street. La dernière en date étant ce qu'ils ont lancé qui s'appelle Occupy Sandy, donc qui est
un dispositif d'aide mutuelle pour les victimes de la tempête, qui ne repose pas sur la FEMA ou sur les autres actions institutionnelles. Et le New York Times a sorti un article avant-hier pour dire que Occupy Sandy était plus efficace que la réponse apportée par les autorités, et que notamment le journaliste du New York Times s'était rendu dans les locaux de la FEMA ou d'autres institutions publiques, il avait trouvé porte close et qu'il n'avait pas trouvé d'interlocuteur, alors que les gens d'Occupy Sandy étaient très actifs. Alors pour la petite histoire, ils ont même ouvert une liste de mariages sur Amazon, et en fait la dot, ce que vous pouvez acheter pour le mariage d'Occupy Sandy, ce sont des pompes à eau, des clous, des marteaux, ce genre de choses, qui vont ensuite utiliser pour venir en aide aux victimes de la tempête. Donc, premier point sur lequel Occupy nous interpelle en tant que militants et activistes, je pense que c'est justement des choses qui ont été discutées là à l'instant, et aussi ce matin dans l'amorce de discussion qu'il y a eu après la table ronde, autour de l'articulation en fait entre deux traditions de la transformation sociale, la tradition qui est directement issue du mouvement ouvrier, qui est celle de la construction d'un rapport de force et de l'action sur les structures de pouvoir, et une tradition qui était présente au début du mouvement ouvrier, dans le mouvement des coopératives et des mutuelles notamment, mais qui a un peu disparu depuis, que l'on retrouve via le mouvement féministe ou les mouvements écologistes, qui est la question de la transformation personnelle comme étant un facteur de changement social également. Et à partir de l'occupation, dans Occupy Wall Street, chez les indignés, etc., on essaye bien de relier ces deux questions, ce qui explique pourquoi dans Occupy Wall Street et dans les assemblées générales notamment, on parle autant de temps à discuter des procédures, mais absolument. Alors, c'était un peu ce qui y avait en filigrane de la discussion de ce matin, c'est-à-dire que quand on discute procédures dans des espaces politiques, on est très vite soupçonné soit d'être apolitique, parce qu'on parle de méthode et pas de rapport de force, pas d'ennemi, pas d'adversaire et pas de la manière dont on va le renverser. Donc ça, dans le meilleur des cas, on est apolitique, et dans le pire des cas, on est un manipulateur qui va utiliser des techniques pour faire prendre au groupe des décisions contre son gré. Alors ces critiques sont assez légitimes, elles ne viennent pas de nulle part. De fait, on peut utiliser la discussion sur les procédures ou sur les méthodes pour manipuler un groupe ou bien pour le dépolitiser. Mais il y a aussi, dans l'affirmation d'Occupy Wall Street, l'idée de dire la question micropolitique, l'organisation interne de notre assemblée et de notre communauté est aussi importante, sinon plus, que les revendications qu'on va formuler vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des autorités publiques. Et je pense qu'il faut le considérer avec vraiment attention et bienveillance, quitte à être en désaccord avec ça, mais pas tomber dans l'écueil dans lequel beaucoup de monde est tombé, y compris dans les réseaux militants, en tout cas au début d'Occupy Wall Street, qui était de dire, mais au fond, ce mouvement manque en maturité parce qu'il n'est pas encore arrivé à formuler une plateforme commune de revendication. En fait, c'était un refus des militants d'Occupy Wall Street de le faire. Ils disaient, nous, on ne veut pas formuler des revendications qui auraient ensuite vocation à être discutées de manière tripartite entre nous, l'État et une entreprise ou que sais-je. Nous, ce qu'on veut, c'est préfigurer, donc on est dans une dynamique de préfiguration, expérimenter autant que revendiquer. Et donc on se retrouve dans des logiques à la fois de do-it-yourself, où on est dans la préfiguration, la construction du campement, sa vie quotidienne importe autant que ce qu'il va formuler comme idée ou comme revendication, et dans évidemment la désobéissance civile, qui est la traduction politique de cette aspiration. Et du coup, on se retrouve, par ce refus de dissocier les questions micropolitiques internes et macropolitiques, les revendications, on se retrouve dans un mouvement qui remet en son cœur l'individu, beaucoup plus que dans les mouvements sociaux classiques, qui remet en son cœur les affects. Et quand vous voyez, même sans être allé à Occupy Wall Street, si vous regardez les quelques vidéos de témoignages de personnes qui sont rentrées, vous vous rendez compte que l'un des éléments d'adhésion à Occupy Wall Street sont, en tout cas pour les gens qui sont arrivés un peu par hasard, les personnes qui passaient, y compris parfois des travailleurs de Wall Street, des traders ou des banquiers, et ils ont été saisis, c'est le mot qu'ils emploient, ils ont été saisis par la force, la puissance, la beauté, les émotions qu'ils ont ressenties lors de leur première assemblée générale. Et de fait, on a un peu oublié dans les formes politiques traditionnelles la puissance et l'importance de l'affect, de l'engagement corporel, quasi charnel, et pas simplement de la réflexion de la réflexion et de la formulation de revendications. Et pour ça, il y a des choses assez intéressantes, notamment la capacité à retourner des contraintes. La contrainte principale qui pesait sur Occupy Wall Street, en dehors de l'absence d'infrastructures, je veux dire, de tentes, d'autorisation à avoir des tentes, ce genre de choses, en tout cas au début, c'était l'interdiction d'utiliser du matériel d'amplification. Et du coup, ça a été retourné par l'utilisation, alors qui n'a pas été inventé à Occupy Wall Street, qui est très ancienne, mais du microphone humain,
the human microphone, commence par my check, tout le monde répète my check, et ensuite l'orateur dit une phrase qui est répétée par l'ensemble des participants pour que celles et ceux qui sont au fond puissent entendre. Et qui est devenu un peu la marque de fabrique d'Occupy Wall Street. Ce microphone humain, qui est au départ tout simplement une technique pour répondre à une incapacité à s'exprimer devant une assemblée de 1000 personnes en l'absence de mégaphone ou de porte-voix ou que sais-je, c'est devenu un élément de cohésion énorme en fait dans Occupy Wall Street, parce que du coup, d'une part, les orateurs sont contraints de ralentir leur débit, ce que j'arrive absolument pas à faire, de réduire la durée de leur discours aussi. Et de la même manière, vous, en tant qu'auditeur, vous êtes actif, vous devez répéter, y compris des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, et donc ça crée du commun beaucoup plus vite, et une écoute, pour le coup, qui est réellement active. Donc on a ça, qui couplé, donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une pratique du consensus, notamment dans le mouvement altermondialiste, donc au cours des 15-20 dernières années, très intense du consensus et de l'horizontalité, mais c'était des consensus entre organisations. Là, on est dans du consensus entre individus, et ça change à peu près tout, parce que dans du consensus entre organisations, vous vous retrouvez dans un espace dans lequel vous avez un syndicat, le mouvement des travailleurs sans terre, Via Campesina, et puis un petit think tank, et puis vous discutez les uns les autres, et vous pouvez accorder un poids respectif. Vous allez même accorder un poids respectif à ce que dit tel ou tel en fonction de l'organisation qu'il ou elle représente. Si on discute dans notre assemblée, si là on a une assemblée qui fonctionne par consensus et qu'on discute de l'opportunité d'appeler à une grève générale, si moi je représente un petit think tank et que je dis que je suis contre cette opportunité et que ma voisine représente la CGT et dit qu'il faut y aller, on va plus écouter la CGT que le petit think tank sur la question du travail. Ou inversement, ce sera d'ailleurs plutôt le petit think tank qui va proposer la grève générale et la CGT qui va la refuser, mais de fait, on écoutera plus la CGT. Parce que, voilà, on va accorder un poids relatif à l'organisation en fonction de son importance en taille, de son importance symbolique, de son expertise, etc. Dans un consensus entre individus, on ne peut pas accorder un poids plus ou moins important à ce que disent les uns ou les autres. Et du coup, pour lever un malentendu qui a déjà été en partie levé là, dans la discussion de tout à l'heure, l'un des malentendus sur le consensus, ça vient de ce qu'écrit Rancière sur l'importance du dissensus. Et où du coup, en fait, politiquement, effectivement, dans la suite de Rancière, on se rend compte que dans l'action politique, le dissensus est extrêmement important. Mais le consensus n'est pas l'opposé du dissensus. On n'est pas dans le consensus dans le genre ce qui est consensuel, le plus petit dénominateur commun. On est dans un consensus qui n'est pas... la prise de décision par consensus ne s'oppose pas au vote, au moment du vote. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas soit la possibilité, on discute et ensuite on vote, ou alors on discute et ensuite on prend la décision par consensus. En fait, c'est tout le processus qui est complètement différent. Puisque on est, alors c'est ce que tu disais, dans une logique où la marque la plus forte, l'élément le plus important, c'est le veto, et on ne se retire que si on considère que, en gros, on n'a plus rien à faire dans cette organisation parce qu'on a un désaccord fondamental. Du coup, on est dans une co-construction de la décision plutôt que dans l'idée de convaincre l'autre que l'on a raison ou que l'on a tort. Donc c'est complètement différent, notamment du vote dans la démocratie représentative, ou y compris même de la démocratie agonistique, où on confronte les opinions les unes aux autres, et puis ensuite on se décide une fois qu'on a réussi à convaincre les autres. Et ce qui met aussi en évidence le fait que le leadership dans un groupe n'est pas individuel, mais collectif. Alors là, je vous renvoie, mais je ne vais pas développer, notamment aux écrits de Starhawk, cette figure un peu des premiers rassemblements altermondialistes qui développaient tout un tas de trucs autour des cultes païens, une sorte de paganisme festif. Alors parfois un peu surprenant, voire un peu tripé, mais qui écrit des choses très intéressantes sur les différentes fonctions qu'il y a dans un groupe pour parvenir à prendre une décision. Alors elle les raccroche à des animaux, des figures d'animaux, voire mythologiques. Il y a le serpent, il y a l'abeille, etc. Mais vous avez tout simplement dans un groupe différentes fonctions entre le facilitateur ou la facilitatrice, la personne qui va, et des rôles qui ne sont pas forcément institués. Dans une assemblée très tendue, par exemple, le trublion, la personne qui va être capable d'amener de l'humour ou de décaler un peu les trucs, joue un rôle aussi très important. Donc il y a un leadership qui est collectif et pas individuel. Ça se traduit à partir d'Occupy Wall Street, dans l'émergence de nouvelles thématiques de lutte. Par exemple, la question de la dette privée, qui est tout à fait nouvelle, en tout cas telle qu'elle se pose à partir d'Occupy Wall Street, puisqu'on a, au cours des dernières années, à partir des syndicats ou des organisations altermondialistes, beaucoup travaillé sur la question de la dette publique. On travaille encore dedans autour de la crise, notamment en Europe.
ce qu'on va demander, c'est une abolition de la dette publique, alors soit des pays dits du tiers-monde, soit maintenant des pays européens. Mais on ne parle pas du tout de la dette privée. Or là, l'une des revendications qui émerge, c'est de dire qu'il faut une abolition totale de la dette privée des ménages et des étudiants, qui est la seule manière de refonder une société à la fois juste socialement et soutenable écologiquement. Enfin, je peux développer mais, dans la discussion. Mais, donc on a des nouvelles thématiques qui émergent aussi à partir de cette... et qui sont directement liées à la forme d'organisation qui a été choisie. Et puis, donc deuxième chose qui interpelle à partir d'Occupy Wall Street les formes d'organisation militantes et activistes, c'est la manière dont Occupy Wall Street s'insère dans la dynamique un peu globale de 2011, puisqu'on a eu au moins 3 vagues de mobilisation en 2011. La première vague, c'est évidemment celle des révolutions dans les pays arabes, celle dite du printemps arabe, donc qui à partir de Tunisie et d'Égypte va renverser des dictateurs et vont connaître des fortunes diverses, notamment en Libye et en Syrie. Deuxième vague, qui est celle des indignés en Espagne. Troisième vague, celle d'Occupy Wall Street. Et puis, il y a d'autres vagues ou sous-vagues, les mouvements étudiants, alors un peu plus classiques, parce qu'ils reposent sur des syndicats étudiants, mais au Chili ou au Québec, les Y'en a marre au Sénégal, etc. Et en fait, toutes ces mobilisations s'irriguent les unes les autres et s'inspirent les unes les autres par des jeux d'aller-retour qui sont même parfois assez surprenants. Mais la première fois que j'étais allé à Occupy Wall Street, c'était le 22 septembre, un truc comme ça. C'était 5 jours après le début de l'occupation. Et il y avait donc une militante d'Occupy qui était là pour accueillir personnes qui entraient dans le parc. Et en discutant avec elle, justement, je la questionne un peu sur ce qu'ils se sont inspirés de ce qui se passait place Tahrir ou des indignés. Puis elle dit « Ah, mais on est très content, on est un mouvement global. D'ailleurs, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il y avait un Occupy Spain qui s'est lancé. » Et ma première réaction, ça a été de dire, mais alors soit je suis face à une nouvelle preuve de l'arrogance états-unienne parce que Occupy Wall Street revendique d'avoir lancé Occupy Spain alors que ça s'appelle Les Indignés et que ça a 6 mois, que ça existait 6 mois avant, soit tout simplement c'est la preuve que dans Occupy Wall Street, on a des gens qui entrent nouvellement en politique et qui du coup ne connaissent pas encore toute l'histoire. Puis je me suis rendu compte, en fait, c'était ma réaction qui était assez arrogante parce qu'une semaine après, de fait, sur les campements de la Puerta del Sol, ou dans les manifestations, notamment dans la manifestation du 15 octobre, la manifestation mondiale du 15 octobre, il y avait en Espagne des slogans d'Occupy Wall Street qui étaient repris, et donc effectivement des imaginaires militants qui circulent d'occupation en occupation. Et c'est mon dernier point. On a en fait là, je pense, quelque chose de tout à fait nouveau par rapport aux mouvements de solidarité internationaux précédents, particulièrement au mouvement altermondialiste, dont la caractéristique principale, c'était le nomadisme. On sautait d'un contre-sommet à un contre-sommet, on allait d'un forum social à un forum social, et même si on n'avait pas les moyens ou l'envie de prendre l'avion pour se déplacer, on était dans un mouvement en fait, qui était conçu comme assez nomade, et il y avait même tout un tas de théoriciens qui disaient, notamment Manuel Castells, pour la version la plus délirante à mon sens, ou du côté de Négriart pour des versions beaucoup plus stimulantes, qui expliquaient que l'infrastructure technique du réseau et de l'Internet allait permettre, parce qu'elle coïncidait parfaitement avec l'horizontalité des assemblées, de faire émerger une forme d'organisation qui serait libérée de toute contrainte et de tout dilemme. Bon, on se rend compte évidemment qu'il n'en est rien, mais surtout là, on est dans une forme qui n'est absolument pas nomade, mais qui en même temps est complètement extravertie, complètement connectée les unes aux autres, mais où la sédentarité est un élément clé. C'est à partir de l'occupation qu'on construit son mouvement et qu'on construit des liens avec d'autres occupations. Et où donc peut-être que ce qui est en train de s'inventer, c'est pas une forme renouvelée de l'internationalisme, mais c'est une forme de translocalisme, où à partir d'un contexte, ancré dans un contexte, et à partir de ce contexte, on parvient à poser des questions du coup globales, exactement comme les indignés Occupy Wall Street ont réussi à le faire, ou exactement comme en France, les militants et les militantes qui sont à Notre-Dame-des-Landes arrivent à le faire. Et on se dirait que Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs, est une déclinaison rurale en fait, d'Occupy Wall Street, dans sa capacité à nous interpeller sur une question qui nous concerne toutes et tous à partir d'un cas extrêmement précis. Merci. On peut poser des questions maintenant? Non, c'est fini, c'est bien. La parole est à vous, nous avons à peu près 4-5 minutes. Est-ce qu'il y a des perspectives là, un peu futures qui se dessinent? Est-ce que vous savez un peu? Parce que pour l'instant, il se passe plus rien. Là, il y a 2 choses en cours. Donc, Occupy Sandy qui prend pas mal de temps et qui visiblement fonctionne quand même assez bien, quoi. Et ce mouvement qui s'appelle Strike Debt, donc la grève de la dette, avec différentes modalités, mais la modalité principale, en fait, c'est
Ça s'appelle un rolling jubilé, c'est-à-dire que aux États-Unis, vous pouvez racheter, si tu as contracté une dette et que tu ne peux plus la payer, la personne auprès de laquelle enfin l'institution auprès de laquelle tu as contracté cette dette peut revendre cette dette pour un prix cassé. C'est-à-dire que si tu me dois $100 000 et que tu n'es pas en mesure de me les rembourser, je peux revendre mon truc en me disant, de toute manière, je ne vais jamais récupérer mes $100 000, mieux vaut que je récupère $10 000 que rien du tout, donc je vends $10 000 ta dette. Et donc Occupy Wall Street achète cette dette-là et l'annule, parce qu'après, si ma voisine l'achète, elle peut décider, bon bah finalement je te la réclame pas, j'ai payé $10 000 et puis je pardonne ta dette. Et donc ils font notamment ça. Alors, pour l'instant c'est un petit mouvement, ils n'ont pas réussi à annuler plus de $100 000 de dette, mais ils espèrent d'ici la fin de l'année arriver à l'annulation d'$1 million. Et en fait le but c'est pas que eux-mêmes rachètent toute la dette, parce qu'en plus en fait ça fait des affaires, je veux dire, des usuriers, mais c'est d'arriver à partir d'une certaine masse critique, la question de l'abolition de la dette sera réellement posée politiquement aux États-Unis. En tant que banque, sur les 100 000, sur 11 à 80 000. Ouais. Ils ont fait une collecte. Oui, mais c'est. Ils ont fait une collecte. Enfin, est-ce que, je veux dire, aujourd'hui, quand les États empruntent à des taux négatifs, qu'il y a des gens qui prêtent aux États, pardon, qu'il y a des banques qui prêtent, par exemple, aux États à des taux négatifs, c'est le même principe. Ouais. Voilà, donc on sort pas du tout de l'économie. En quoi il y a un contenu critique là-dedans? On peut avoir des approches aussi un peu pragmatiques. Ça me semble assez dogmatique comme réponse. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire qu'il faut que tout le monde fasse ça et que c'est ça qui va faire le capitalisme. En revanche, c'est un outil pour construire un rapport de force dans l'opinion publique, pour poser la question de l'endettement individuel et dire qu'il faut passer par un grand pardon de la dette, une abolition de la dette privée, ce qui est par ailleurs envisagé par un certain nombre de think tanks néolibéraux, néoconservateurs, et du coup l'idée c'est de reprendre en main la modalité que les néoconservateurs et néolibéraux envisagent pour l'annulation de la dette. En fait c'est un impôt confiscatoire temporaire pour les riches. C'est-à-dire que les riches sont mis une fois pour toutes à contribution plus que d'habitude, et comme ça permet de renflouer non pas uniquement les banques, mais aussi les personnes privées. Sauf que si on fait ça, derrière, ils vont dire il faut plus d'austérité. Et donc là l'idée c'est que ce soit les personnes endettées qui retournent le stigmate et qui se réapproprient le débat sur l'annulation de la dette d'une part, et ensuite qu'est-ce qui viendra après comme forme de société. Voilà. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga de l'abolition du capitalisme, mais c'est une tentative, à mon sens, qui mérite d'être considérée avec assez de bienveillance. Que pensez-vous de l'idée, si on introduit le concept de classe sociale là, que les dettes des étudiantes sont une petite minorité de la jeunesse bourgeoise, hein, et le problème massif de les 300 millions américains est beaucoup plus grand que cette couche d'étudiantes universitaires. Hein. Je parlais des étudiants au début, mais parce que c'est principalement des étudiants endettés qui ont été le noyau dur au départ d'Occupy Wall Street, même si depuis ça a évolué. En revanche, Strike Debt, ça concerne aussi et surtout les foreclosures, les home evictions et ce genre de choses, donc les ménages. Voilà. Et il y a notamment un mouvement Strike Debt qui vient d'être lancé à Détroit, qui sera vachement intéressant à suivre, parce que pour le coup, on est vraiment dans des ménages surendettés, pauvres, au chômage. Ça ne représente pas une stratégie de diviser et gouverner, c'est-à-dire de donner ce que les étudiantes veulent. Non, parce que la dette qui est annulée, c'est pas que celle des étudiants, justement, c'est aussi celle des ménages. You also, within the Occupy movement, you also still have people who do something similar to the squatting, who help people whose houses are in foreclosure and who are in danger of being thrown out by the police, and who then go and sit in the house and try to prevent that person from being thrown out in the street. So that has also, I think, come out of the Occupy movement directly. C'est même antérieur, en fait. Il y avait un mouvement qui s'appelait Occupy Homes, qui préexistait. Okay. But mais il y a eu it's des now kind of like... Yeah, they're working together since the beginning. So it's not dead. The only way to reduce the debt is to get the troops out of Afghanistan and Iraq. It's very simple, and they can do it tomorrow morning if they want. Simple as that. And the message has to be bring the troops out now.
simple. Mais alors, il y a eu par ailleurs un mouvement Unoccupy Afghanistan, mais il y avait aussi Unoccupy Albuquerque, puisque c'était les peuples natifs qui avaient dit mais vous nous occupez depuis le départ. There is also an Occupy Palestine, by the way. Occupy Palestine. If you click on it, it says, sorry, Palestine is already illegally occupied. So there's an Unoccupy Palestine, Unoccupy Albuquerque, Unoccupy Afghanistan. Right, coffee time, guys, let's go. Est-ce qu'il y a des gens qui, de façon plus ou moins invisible, font ce travail d'organiseur Moi, je pense que oui, forcément. En tout cas, diffusent du savoir et tout. Mais c'est même l'un des. C'est parfois l'une des sources de tension, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie des militants d'Occupy Wall Street qui sont payés par l'organisation pour faire de l'organizing à Occupy Wall Street. Alors, dans certains cas, sans contrepartie ou sans volonté de coopter ou de récupérer le mouvement. Et il y a eu des tensions, pas juste avant l'élection, mais au printemps dernier, en fait, parce que MoveOn était soupçonné d'avoir envoyé des dizaines et des dizaines de ces organizers payés, donc à temps plein, dans les différentes occupations pour en fait contribuer à la campagne d'Obama. Voilà. Ça a été un moment un peu de... C'était aussi le moment où il y avait des tensions autour des ressources financières d'Occupy Wall Street, parce qu'il y avait un certain nombre de fondations progressistes, notamment la fondation Ben & Jerry's, qui voulait apporter un soutien substantiel, $1 million, je crois, à Occupy Wall Street, et susciter énormément de... Bon, je crois que nous devons arrêter ici pour pouvoir permettre quand même encore d'avoir un autre débat tout à l'heure et également ensuite de pouvoir écouter les conférences ce soir. Merci à tous de votre collaboration et à tous.